Donc, bonjour. Bonjour, bonjour. C'est une petite conférence intitulée Écriture de jeux multiplateformes où 45 minutes de blanche en train de raconter à peu près tout et n'importe quoi. Donc, enjoy. Plus précisément, ce serait bien que ma souris elle marche au moins. Voilà. Donc, petite mise en garde. Quand je dis pas pour les seniors, c'est ce que je vais expliquer globalement. C'est si ça fait déjà plusieurs mois, minimum années, que vous êtes dans l'industrie et que vous savez programmer. Tout ce que je veux dire là, il n'y a rien de neuf. Il y a absolument, enfin c'est rien de neuf sous le soleil, c'est des trucs sympas, cool, c'est du rappel, mais voilà. Majoritairement au niveau, parce que je vais parler architecture, concept, je vais pas descendre dans le détail d'implémentation, c'est pas dans le scope de cette conf. Côté console, il y a des NDA, donc je peux pas tout vous dire malheureusement. Il y a beaucoup de choses, c'est un champ de mine, donc on va essayer de jongler avec ça. Quand je dis pas à propos des backends, c'est je vais pas parler de configuration en fait, de serveurs chez les plateformes, chez les consoliers, tout ça, c'est encore un autre sujet. Et pas d'infos sur les contrats commerciaux, c'est-à-dire que bah, moi je suis côté technique en fait, donc je ne sais pas du tout comment on fait pour négocier avec Microsoft ou Sony pour obtenir un jeu sur la plateforme. Il y a des gens, ils sont spécialisés là-dedans, c'est cool. Donc, s'il y a un problème avec quoi que ce soit là-dedans dans cette liste, où vous êtes en mode bah je suis pas intéressé ou quoi que ce soit, moi il n'y a pas de, j'ai pas de problème à ce que vous changiez d'amphithéâtre maintenant et tout ça, je vais pas me vexer ou quoi. Et accessoirement, dans l'amphithéâtre à côté, il y a Laetitia Raffin qui est en train de présenter un super talk justement sur des questions de droit. Si j'étais pas en train de faire ça, je serais dans l'autre amphi. Voilà, donc n'hésitez pas, s'il y a besoin de changer, c'est maintenant. Donc on va passer à introduction, tout ça, voilà. Donc moi dans la vie, qu'est-ce que j'aime? C'est apprendre un quintillion de trucs, tout. En gros, les consoles de jeux, ça c'est mon enfance, mon âge adulte et les jours actuels. Et accessoirement, les lapinous. Les lapinous, c'est la vie. Et vous allez vite comprendre que c'est 45 minutes d'excuses pour vous matraquer avec des lapinous. Voilà, c'est ni plus ni moins. Donc accessoirement, je suis Blanche Maurice, je suis ingénieur système et dans mes travaux récents, j'ai participé au portage donc de Siberia et Amerzone sur Xbox Series X, PS5, Windows Store et les différents storefronts en fait sur ordinateur. Donc si vous avez joué avec ça, vous avez peut-être interagi avec mon code. Voilà. Ça, c'est cette partie-là de présentation. Aussi, je suis une des cofondatrices du collectif Les Audacieuses. Donc, on focus inclusivité, minorité de genre. On pense qu'il y a sincèrement un problème de diversité dans l'industrie qui est nécessaire pour assurer la qualité de la production, en fait, de mettre en avant et de soutenir justement ces personnes-là. Et donc, dans nos actions, on fait 2 game jams par an sur Discord, sur un serveur qui, lui, est permanent à l'année, pour fonder une communauté qui puisse justement s'entraider, se partager des informations et se rencontrer aussi lors d'événements pro et ainsi de suite. Aussi, on présente ces jeux pendant on fait des rassemblements en fait pendant les salons professionnels en France. Donc l'an dernier, c'était l'Adon, la GameConf. Cet après-midi à 16 heures, pour les personnes concernées, il y a un goûter en mixité choisie. Donc vous pourrez voir un peu les jeux qui ont été faits sur la dernière édition fin mars de notre jam. Et potentiellement, on fait début octobre, la prochaine cette année. Euh, du coup, question, qu'est-ce qu'on fait là? Parce que ça, c'est toujours la grande question que tout le monde se pose dans la vie. D'abord, on va parler multiplateforme. Qu'est-ce qu'une plateforme? On va essayer de définir un peu ça, histoire d'être précis sur OK, quelle direction. On va parler code portable versus portage de code, parce qu'il y a une différence et elle est importante à connaître en termes d'architecture, en termes d'isolation, tout ça. Donc je vais vous embêter un peu sur ces termes-là. L'importance des outils, parce que ça représente quand même un gros morceau en fait du taf, d'avoir des outils qui soient adaptés, qui puissent être utilisés correctement et faciliter tout ça, absorber un peu la charge du travail. En particulier le versionning, donc cette question-là de comment je organise mon repo. Et on terminera sur la question effectivement certification domaine, donc les sujets que vous avez croisés, quand il s'agit d'envoyer votre jeu côté plateforme en fait, pour qu'on vous dise ok, vous avez le droit de commercialiser ou non. Donc du coup on part sur multiplateforme. Moi je vais citer du coup Guy Davidson en fait qui est
un membre du comité ISO international pour le C++, qui nous recommande en fait de redéfinir le terme plateforme. C'est une nécessité du fait qu'il est utilisé dans 1 million de contextes différents pour désigner tout et n'importe quoi. Donc en gros, on se retrouve dans la situation de plateforme, ça va définir un ensemble de matériel, le processeur, l'OS, l'API, le framework, tout et n'importe quoi. Ici, moi, je vais vous parler en fait d'environnement d'exécution. Qu'est-ce qui est en train de supporter votre programme en termes d'exécution, donc dans ce cas-là, de l'ensemble du matériel et du système d'exploitation. Donc aussi, quand je parle de système d'exploitation, je parle d'un kernel avec des pilotes, avec un système de fichiers, tout ce qui permet d'interagir directement justement en mode cool, c'est comment j'arrive au niveau de mon matériel. Dans notre industrie, bon, on a les 3 catégories classiques, ordinateur, console, mobile. Côté console, on est sur un environnement qui est très restreint, les matériels bougent très peu, les OS aussi. Côté mobile, c'est le chaos, pour ceux qui ont déjà mis les pattes dedans. Et côté ordinateur, en fait, là, en réalité, il y a assez peu de différence entre les versions des OS. C'est des petites différences au changement majeur, mais en général, c'est pas une mise à jour qui va exploser tout en plein milieu. C'est surtout une question de, bon, ok, quel est le matériel en dessous, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, là-dedans, il y a une question qui est comment je m'adapte, en fait, à la pile technologique qui se trouve en dessous de moi, et de cette question, en fait, de soit il va falloir optimiser pour arriver sur telle plateforme, soit il va falloir faire tel backflip, ainsi de suite. Donc on a la problématique à réfléchir quand on commence ce projet, de se dire, ok, je veux commercialiser sur quelle cible? Donc on va dire sur console, sur ordinateur, ainsi de suite. Et le problème, c'est que tous ne partageant pas les mêmes processeurs, et surtout les mêmes familles de processeurs, si vous êtes en train d'utiliser, bon, évidemment, les intrinsèques, mais aussi des questions en fait de réplication des calculs, en particulier ce qui est nombre non flottant en fait à virgule flottante, et beaucoup d'autres optimisations en termes de layout des données, ainsi de suite. Il va falloir quand même garder un œil sur, ok, est-ce que je suis en train de discuter avec un x86-64 ou un ARC V8 en fait. Et le plus gros problème dans cette histoire-là, entre autres, c'est la Switch qui est sur un ARC V8 et qui du coup se retrouve en mode un peu isolé par rapport à toutes les autres consoles et toutes les autres grosses plateformes en fait. En début de projet, il y a une règle qui est assez simple, c'est que vous avez défini vos plateformes. La cible la plus basse en termes de performance doit toujours être la cible principale de développement. Vous faites en sorte que ça s'exécute tout le temps pendant toute la production. Si ça ne passe pas, vous allez accumuler la dette et vous allez vous retrouver à court moyen terme avec les autres plateformes qui vont commencer à tomber en échec en fait par la suite. C'est une question de, ok, si j'ai la Switch dans le paquet ou si j'ai un téléphone portable, en gros, la ligne de base des tests, c'est ça. C'est pas une raison pour pas tester le reste, mais c'est l'idée de base. Et du coup, j'avais un petit drapeau aussi sur ne jamais sous-estimer le coût en fait, d'écriture pour plusieurs cibles, c'est-à-dire, et c'est ce qu'on va voir en fait juste derrière, c'est par cible que vous rajoutez en fait de commercialisation, vous multipliez du coup la charge de travail, littéralement, puisque ça va être tout ce process en fait de ce que j'ai expliqué va être à refaire à chaque passe. Donc là-dedans, il faut prendre en compte que on a des plateformes qui embarquent des TRC, donc les Technical Requirement Checks. C'est un ensemble de règles, critères, contraintes qui forment un cahier des charges qui va être fourni en fait par la plateforme sur laquelle vous voulez commercialiser. Il faut vous conformer à ça si vous voulez passer en fait à la certification en bout de course et donc obtenir l'autorisation en particulier sur console, donc côté en fait Sony, Microsoft, Nintendo, pour pouvoir commercialiser sur la plateforme en bout de course, c'est tenir en fait ce set-là, ce cahier des charges. On a dans ce qui est des dernières générations, les plateformes modernes en fait, là-dedans je vais désigner la dernière génération de consoles, les stores, ainsi de suite. Qui vont discuter avec un backend distant. Quand je parle de ça, en fait, c'est l'idée que vous écrivez votre jeu pour la plateforme. Ça, c'est le programme de base que vous êtes obligé d'implémenter, de trouver comment je le build, et ainsi de suite. Et derrière, vous allez avoir en fait le backend chez le constructeur qui est le serveur avec lequel vous interagissez en termes de j'ai une liste d'amis, j'ai des discussions en cours, j'ai une partie en réseau et des succès, ainsi de suite. Donc c'est tous ces éléments-là qui vont se retrouver côté serveur, ce qui veut dire que vous êtes obligé d'implémenter un SDK qui correspond en fait à la plateforme dans votre jeu, donc au niveau de votre programme. Ce SDK
Il va non seulement vous permettre d'accéder à toutes les fonctions localement, mais aussi de pouvoir discuter proprement en fait avec le back-end. Et donc cette masse-là de travail, cet ensemble-là est à répliquer pour chaque plateforme que vous avez ciblée en fait. D'où la question de faire attention à la multiplication. Je vais passer un peu sur la question code portable versus portage de code. Et en vrai, ça va être, quand je dis un peu, c'est la majorité du problème. Ce que je cible là-dedans, c'est idéalement, en fait, on veut écrire dès le démarrage un programme en fait qui va être portable au maximum. Ce que j'entends par là, c'est qui va pouvoir s'exécuter sur plusieurs plateformes en parallèle avec le moins de réécriture ou de spécification possible derrière, sans pour autant abuser sur les abstractions. Donc ça, on va pouvoir en discuter en fait sur les slides suivantes. Ce que ça signifie, en fait, le plus gros du truc, c'est le flow d'exécution, la question en fait de ce contrôle du flow d'exécution. Qu'est-ce qui est en train d'exécuter votre programme? Qui est en train d'appeler qui? Et donc du coup, de comment vous contrôlez ça. Et donc, ça signifie savoir s'adapter, comprendre en fait ce que la pile en dessous de vous est en train de faire et vous conformer à ça. Donc, l'exemple naïf, c'est on écrit notre jeu tout sympa, tout mignon, petit jeu, c'est un poussin, et il est en train de s'exécuter sur un système d'exploitation. Donc l'ensemble, kernel, pilote, tout ça, accès au matériel. Ce système d'exploitation, c'est un behemoth. On parle de plusieurs dizaines de millions de lignes au minimum sur les systèmes modernes. Et on se dit, bon, bah, ok, j'ai besoin de rendre une frame, par exemple, à l'écran, ou d'émettre du son. Donc on se dit, ok, mon programme va simplement appeler la fonction qui va bien dans le système pour lui dire, tu me rends la frame maintenant, en fait, à l'écran. La réalité de la chose, c'est un exploitation en mode, j'ai 1 million de choses à côté à gérer de la part de l'utilisateur, donc je ne peux pas, là, tout de suite, vous dire, ok, je vous file votre frame sur l'écran, machin, j'ai besoin du temps, en fait, pour pouvoir le faire. Et accessoirement, la réalité, c'est surtout que le système d'exploitation ne va même pas négocier ça, il va juste dire, je t'envoie des signaux, on va se baser sur un pattern d'event, en fait, majoritairement, où c'est le système d'exploitation qui va intervenir, en fait, sur votre programme, faire une interruption, arriver en plein milieu de la pile et dire, au fait, il y a tel signal qui vient de passer, est-ce que tu peux répondre à ça, là, maintenant, tout de suite? Et en gros, toute la descente d'appel jusqu'au détail, ça va devenir dirigé par STOS, et il devient du coup nécessaire au niveau de notre programme de ne pas rentrer en conflit, en fait, avec les demandes du système d'exploitation. Le risque de ça, c'est de la perte de performance, des problèmes d'optimisation et des bugs qui vont être planqués jusqu'à la fin de la production, qu'on verra apparaître que sur les machines clientes, en fait. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on va vouloir éviter. Et c'est la situation un peu plus complexe, parce que du coup, la plupart du temps, on est déjà sur un moteur qu'on n'écrit pas. C'est un cas qui est assez rare d'avoir un moteur custom qu'on contrôle d'un bout à l'autre. Donc le résultat de ça, c'est qu'on est obligé de se conformer à ce que le moteur est en train d'émettre comme event, en fait. Et ça veut dire, typiquement, Unity, comme exemple, vous avez votre boucle d'update. Unity vous dit, l'update, c'est maintenant. C'est pas le jeu qui est en train de dire, j'appelle l'update. Non, c'est le moteur qui vous dit, non, on update maintenant, parce qu'en fait, lui, il vient déjà de recevoir l'instruction du système d'exploitation qui était, est-ce que tu as quelque chose à exécuter là à l'instant T? Parce que soit tu fais, soit je passe au process suivant, en fait. D'où la nécessité, en fait, de comprendre cette pile-là un peu de manière sommaire pour arriver à se conformer à ça. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on dit souvent que le programme est au service de l'OS et non l'inverse. C'est le besoin, en fait, de suivre ça. Si j'essaye de le concrétiser un peu plus, on a deux éléments, en fait, deux aspects à gérer sur cette vue un peu naïve de la chose. C'est de se dire, quand on prend la vue naïve du c'est le jeu qui dirige, on pense logique de jeu, le point d'entrée du programme se trouve dans la logique de jeu, et c'est le jeu qui dirige l'OS. Donc si vous êtes sur Windows, c'est Win32, et ainsi de suite. Le problème de ça étant que, d'un côté, ce que je disais sur les systèmes d'exploitation, plusieurs dizaines de millions de lignes au minimum. Je vais citer Key Simulatory en 2018, qui disait déjà, il y a un souci colossal d'architecture de tout ce qui se passe en dessous, et donc on est en haut de la pile, on est sur les épaules des géants, et il va falloir trouver un moyen de rester léger, simple, efficace, en fait, parce qu'on a déjà un coût qui est embarqué, qui est monstrueux avant de commencer. Ça, c'était en 2018. On est 7 ans plus tard, c'est encore pire.
malheureusement. L'autre chose, c'est Chandler Karras, qui est donc un directeur technique chez Google, qui disait justement, il n'y a pas d'abstraction gratuite. Et il définissait 3 domaines d'abstraction en termes de coût. C'est-à-dire qu'il y a un coût qui est humain, de complexité d'abstraction en termes de comment on la comprend. Il y a un coût de performance à l'exécution. Est-ce que cette abstraction est tellement lourde qu'elle va ralentir le programme? Et il y a aussi, du coup, un coût au temps de build. Ce qu'on veut, dans 99% des cas, c'est éviter le coût humain et le coût de performance, réduire ces deux aspects-là. Il faut quelque chose qui soit simple, il faut quelque chose qui soit efficace, rapide. Mais en termes du coût du temps de build, bon, ça c'est quelque chose où on peut se permettre de dire « Ok, je lâche la machine pour la soirée, faire son bousin et ça part ». En vrai, on ne sera jamais aussi long que ça, mais c'est cette idée-là. Ce qui fait qu'on doit trouver une abstraction de ce problème-là qui se conforme au fait que l'OS va nous appeler, qu'elle doit être performante, qu'elle doit être simple, et qui du coup permet en fait d'isoler complètement le jeu en termes d'exécution. Idéalement, ce qu'on va vouloir en fait, donc ça c'est la question de le point d'entrée se trouve au niveau en fait du système d'exploitation et c'est nous qui l'appelons. Il y a quelques cas où le jeu va quand même appeler système d'exploitation, mais ça arrive rarement. C'est surtout des questions de j'ai besoin de sauvegarder, d'écrire un fichier, de ce genre de choses, qui est un peu plus spécifique. Et du coup, la solution qui est la plus vieille étant d'avoir 2 API en fait qui se répondent. On est sur une solution qui a environ 40 ans dans les pattes à peu près pour les premières apparitions en fait de ça. C'est d'avoir une API qui abstrait le programme, là en l'occurrence ce jeu, qui dit ok, voici ce que j'expose au système en termes de fonctions que le système va pouvoir appeler au moment où il m'envoie un event. Donc typiquement, c'est ce que quasiment tous les moteurs sont obligés de faire en fait actuellement, c'est-à-dire d'avoir une fonction en mode ok, rendre une frame. Donc l'OS appelle la fonction rendre une frame, on lui renvoie en fait avec le code du jeu un buffer chargé avec toutes les infos de qu'est-ce qu'il doit renvoyer en direction du pilote graphique, et ainsi de suite. Un peu plus complexe que ça, je vous le simplifie. Là-dedans, il faut rentrer toute la question d'écriture justement du code spécifique au pilote graphique, mais c'est cette idée-là. Côté API plateforme, on a cette abstraction de tout ce qui est commun entre toutes les plateformes en termes d'exécution. Et en particulier, là-dedans, on va retrouver pas mal de domaines des TRC, qu'on verra à la fin. Ça va être des questions en fait de ok, comment je fais pour écrire sur le système de fichiers, comment je fais pour acquérir les inputs, et ainsi de suite. À savoir que du coup, quand le système fait un appel en direction du jeu, il appelle l'API, pas la logique de jeu immédiatement, donc pas de couplage. Et l'idée, c'est que ces appels-là sont exécutés de manière synchrone, sont immédiats. C'est le système dit, ok, vous faites ça maintenant, c'est pas dans 15 millions. Donc il y a toujours moyen de jongler un peu avec ça, mais la majeure partie de ces appels sont synchrones. Dans l'autre sens, si le jeu a besoin d'appeler la plateforme, ces appels vont souvent être asynchrones. Ils vont être lancés sur une file d'attente ou un thread qui est complètement isolé du reste, en fait. Donc typiquement, on va dire, ok, je veux écrire un fichier. Le truc, c'est que quand vous sauvegardez, votre système de fichier n'est pas dispo à l'instant T. Donc l'OS va recevoir le truc, va dire, ok, 30 secondes, je check, moi de mon côté, comment on va descendre en fait jusqu'à écrire au niveau du disque. Donc je te mets dans une file d'attente, je traite ta requête quand j'ai la disponibilité, et entre-temps, je te réponds à peu près le « ok, j'ai compris » ou alors il y a tel type d'erreur, ainsi de suite. On n'est pas sur on interrompt tout, on écrit, c'est on décale un chouïa pour éviter justement le bah ouais, tel autre programme qui s'exécutait en parallèle du jeu est en train lui aussi de demander à écrire en même temps, qui prend le pas, ainsi de suite. Donc c'est un peu une question de temporalité, et là-dessus, justement, c'est pour revenir à la question en fait de ne pas coupler le jeu en fait avec l'OS et faire attention, faire cette distinction en fait de layer. On a le problème de l'approche la plus courante qui est les instructions préprocesseurs utilisées en ifdef en fait sur du ok, je veux par exemple écrire une fonction dans mon jeu qui a une logique standard, fait partie du programme, et cette fonction, bon, complètement isolée en fait des logiques plateforme, pas de couplage, quoi que ce soit, on ne fait pas d'appel spécifique au système.
Et derrière, on se dit, bon, bah cool, mon jeu, il commence à être bien, j'ai envie de sortir sur le Windows Store. Réflexe de base qu'on va avoir la plupart du temps, c'est je claque en fait un if préprocesseur, en fait, au moment de la compilation pour lui dire, ok, go, si c'est le Windows Store, en fait, pour lequel on est en train de cibler, dans ce cas-là, va me chercher cette logique un peu spécifique au Windows Store pour compléter, pour se conformer complètement en fait au truc, plutôt que de passer par la logique standard. Et là, on se dit, ok, le GRDK, c'est cool, donc le Windows Store, il est implémenté, il y a peu d'efforts à faire en fait pour passer à la series, donc au GXDK. Donc autant rajouter la series. Donc là, on se retrouve avec une branche supplémentaire. À cette logique-là, on pourrait rajouter, il y a la moitié du travail sur console qui est fait, puisque la series étant implémentée, on va pouvoir implémenter la PS5, on a une branche supplémentaire, et ainsi de suite. On rajoute la Switch, la PS5 arrive au bout d'un moment, on dit bah, on sort la PS5 Pro, on se dit oh cool, il y a une feature trop cool, mais exclusive à la PS5 Pro qui existe, je pourrais peut-être la rajouter, et ainsi de suite. On se retrouve quand la fonction est limitée. Si vous avez ça dans une fonction de votre programme, c'est gérable. Si votre programme entier est écrit comme ça devient un enfer en fait, et surtout en termes de travail d'équipe, sur trouver qui est en train de compiler, en fait, quel chemin est compilé exactement à travers l'intégralité du programme. Et ça, c'est un couplage en dur, en fait, du jeu avec votre système d'exploitation. Même si vous avez un layer intermédiaire, même si vous êtes en train de faire ça sur Unity, c'est vous êtes littéralement en train de coupler avec le système. Donc c'est l'importance d'arriver à avoir ces deux API justement séparés, split, de manière à pouvoir déplacer en fait votre programme avec le moins de réécriture spécifique à chaque fois. Pour ce qui est du coup de la question de l'outillage, et c'est là où ça va nous aider en fait, à gérer ce genre de problématique et isoler complètement le code. En fait, plutôt que d'abstraire, quand il est possible de le faire, il vaut mieux utiliser des outils. Donc là-dedans, j'entends sur des questions de ok, on est en train de répliquer du code, et donc il y a toujours, par exemple, ce truc de il ne faut pas dupliquer, il faut abstraire sur la logique OOP, et donc ne pas réécrire massivement, parce que le problème, c'est les erreurs humaines à la réécriture, à la copie, et ainsi de suite. Ça, vous pouvez le gommer avec du test unitaire, tout simplement. Sachant que quand vous écrivez sur le côté système, c'est un domaine qui se prête très facilement aux questions de test unitaire, justement, à arriver à automatiser cet ensemble-là. On va avoir après, justement, de ça, de la question du versionning, qui est un peu la colonne, le backbone du truc. Aussi, sur les questions de build, en fait, on a un problème qui doit être traité très tôt, en fait, dans la production, qui est comment je standardise, en fait, mes builds pour sortir toujours exactement la même, tuer toutes les erreurs de build possibles au milieu pour réduire en fait le scope de bugs possible correspondant à la plateforme, et en même temps comment je fais pour l'automatiser. De dire ok, il faudrait que j'ai au minimum 2 à 3 builds par semaine à disposition de ma cible principale et potentiellement automatiser ça avec toutes les autres cibles en parallèle. Ça va vous permettre d'éliminer en fait tous les bugs qui pourraient émerger en plein milieu, que vous avez une fonction qui n'est pas transverse, ainsi de suite, quoi. Là-dedans, justement, on va rajouter en source, vite fait, Microsoft en 2014 qui expliquait comment ils étaient en train de livrer Office sur Windows, Linux, Mac et téléphone portable en même temps. Et donc c'est pas forcément le logiciel le plus vendeur ou quoi, mais ils ont des méthodes qui étaient vraiment solides pour le coup, et où dans ce qu'ils décrivaient, c'est des questions non seulement d'automatisation de tests, mais c'est aussi une question de multiplier le nombre de compilateurs présents, en fait. C'est-à-dire, si vous êtes en train de déployer pour Windows, de compiler en fait votre programme, non seulement avec MSVC, mais avec Clang et avec GCC, et de dire, non seulement mon équipe peut utiliser les outils qu'elle souhaite en interne, mais en plus de repérer immédiatement tous les problèmes de standardisation entre les trois compilateurs, les standardisations du code. Ce qui veut dire que vous allez réduire brutalement en fait le nombre de bugs un peu chelous qui vont apparaître en fait en bout de course. Donc profitez de ce truc-là, et si vous avez du coup cette option-là de pouvoir multiplier le nombre de compilateurs utilisés, faites-le. Ça va vraiment vous aider en fait pendant une prod. L'autre truc, c'est organiser en fait une base de code multiplateforme de Jim Egg
où il décrit justement le fait que pour automatiser, vous pouvez très simplement rester sur du batch ou du CMD, des scripts simples, pas besoin de sortir un monstre d'automate, pas besoin d'aller même jusqu'à Jenkins, vous pouvez très bien en fait tourner avec quelques scripts simples, mais qui vont justement abstraire toute la partie dépendance par les fichiers, de quelle librairie vous êtes en train de compiler, ainsi de suite. Donc ça, c'est toujours des bonnes références à avoir en fait derrière. Et en particulier sur la partie versionning. Il y a une stratégie, du coup, je vous propose en termes de solution un peu à tout ça, qui va être un peu plus simple. Ça va être de dire, ça se base sur l'idée que la branche la plus à gauche, quand je parle de version agnostique, c'est agnostique à la plateforme, agnostique en fait, en mode, c'est votre jeu, votre logique de jeu, pure, pas de couplage à cet endroit-là. Donc en général, votre main ou votre release sera toujours en fait propre là-dessus, et c'est votre branche de travail principale, ou à défaut, celle qui va sortir les releases le plus souvent. Et avec cette règle, on va rajouter le fait que la dérivation va à droite, en fait, à chaque nouvelle plateforme, de dire, vous avez une sortie sur PS5, vous faites une branche PS5, une sortie Series, vous faites une branche Series. Ces branches-là, ces dérivés, ne reviennent jamais, au grand jamais, en fait, ne sont jamais remerged dans la branche la plus à gauche. C'est éviter tous les conflits possibles, en fait, isoler complètement, littéralement, les systèmes de fichiers de chacune des plateformes. Et du coup, à ça, on va rajouter l'obligation de merge régulièrement, en fait, de votre logique de jeu, en fait, mise à jour de votre branche de travail principale vers les plateformes, de manière à dire, ok, chaque soir, on remerge. Typiquement, ça va être cette idée-là. Ça va vous permettre, en fait, pareil, d'éliminer énormément de bugs au fur et à mesure. Ok, bon. Ça va permettre d'éliminer énormément de bugs, en fait, au fur et à mesure de la production, et justement liquider tous les problèmes de code qui ne serait pas transverse, et ainsi de suite. Quand on a fait ça, quand on a cet outillage, cette architecture qui est en place, tout ça, les sujets en fait qui vont définir un peu la forme des API, qu'on a de l'API de jeu et de l'API système, les choses sur lesquelles il va falloir s'inquiéter en termes de TRC, de conformité, ça va être des questions sur le user, donc en fait le compte utilisateur, comment votre entité, en fait, votre identité est représentée du côté de la plateforme. Ce compte user, c'est par exemple si vous démarrez une Xbox Series, la première chose que vous faites, c'est connecter votre compte utilisateur. Ce compte, il va embarquer votre ID, votre nom, votre photo de profil, tout ça. Et de lui vont dépendre en fait pas mal d'autres sujets. Il y a un premier gros pavé qui est le social, qui est en fait le réseau d'amis, les discussions, et partiellement le matchmaking qui va être bind là-dedans, et qui a deux dépendances qui sont le succès en fait et la présence. Donc le système de succès, c'est vous êtes sur Steam, il y a des succès. Sur console, vous avez les achievements, c'est les trophies, ainsi de suite. Donc ça, eux, ils ont besoin de savoir, ok, qui est le user? Est-ce qu'il a déjà acquis les trophées en question? Et accessoirement, s'il a des amis, est-ce qu'on peut pop en fait une notification au niveau de ses amis via en fait la question de la structure sociale de la plateforme pour lui dire, hey, au fait, machin vient de faire ça, est-ce que tu voudrais bien toi aussi essayer? Et pareil, la présence, c'est dans votre liste d'amis, mettons, vous avez Jean-Louis qui traîne, et en dessous de Jean-Louis, il est marqué Jean-Louis est en train de jouer le niveau des neiges, est en train de traverser le niveau des neiges dans tel jeu. Ça, c'est ce qui est appelé d'habitude Rich Presence sur pas mal de plateformes. Donc que ça soit Steam ou sur votre Windows Store, sur la série, ainsi de suite. Et pareil, ça, c'est une question, en fait, ce sujet-là dépend de qu'est-ce que le réseau social est en train de faire. Quelle est votre liste d'amis, et pareil, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, vous, en tant que user, quel est votre ID, ainsi de suite. Donc ce user, en vrai, il a des traits qui partent vers tous les sujets qu'on va voir derrière, parce que pareil, le store et le système de save dépendent de lui aussi. Le store, donc vous avez des DLC, vous avez des achats in-app, vous avez littéralement une API entière à implémenter du coup par plateforme pour ce store. Pour le système de save, il va être split en deux morceaux, donc on a la save locale, classique, du je veux écrire sur le système de fichiers
de la machine, en fait, de l'environnement d'exécution, mais aussi, du coup, pour pas mal de plateformes, le cloud. La question de, il faut que je synchronise, en fait, à chaque sauvegarde, ma copie locale avec la copie distante, et par exemple, ça va soulever des problèmes très rapidement dans le code, et au passage, du coup, de la certification, vous êtes en train de sauvegarder en local, vous commencez la synchronisation, la machine perd la connexion Internet. Qu'est-ce qui est envoyé vers le cloud? Comment vous récupérez en fait cette situation? Comment vous conformez en fait à la réaction du client en fait du programme d'un point de vue local au fait que la connexion a été perdue? Est-ce que vous réessayez de sauvegarder? Est-ce que vous attendez la prochaine connexion Internet? Ainsi de suite. Donc il y a pas mal de points en fait là-dedans qui vont être à la fois un peu de l'UX, pour le coup UI UX en termes de design, mais aussi du coup des questions purement prog système de ok, c'est quoi la ligne de base en termes de comportement. Et finalement on va rajouter les inputs là-dedans. Dans le cas où votre moteur ne ferait pas la gestion en fait, d'acquisition des inputs, ça va être un pan entier en termes d'implémentation. Et c'est aussi dans le cas où, bah, par exemple, si vous prenez Unity encore une fois, je vais mettre en exemple, ça va être, il va prendre toutes les manettes que vous pouvez balancer, sauf que par exemple sur PS5, vous allez avoir le retour haptique au niveau de la manette. Pour certains jeux, où ça va être quelque chose qui est différent de la vibration standard. Unity, par défaut, ne vous proposera pas d'API, en fait, de ça. Donc vous allez être obligé aussi, si vous utilisez des fonctions spécifiques à un input, à un device, sur telle ou telle plateforme, de prendre en compte le coût d'implémentation de cette fonction supplémentaire, parce que ça va être des API spécifiques à la plateforme et non plus en fait de votre moteur. Une fois qu'on a fait tout ça, on arrive à la certification. Donc la certification, c'est un truc très choupi. C'est-à-dire que quand vous avez votre programme qui est donc ce qu'on appelle l'état gold, en fait, de ça, classiquement, c'est de dire mon programme est prêt à être envoyé théoriquement en direction du consolier ou du store si vous bossez sur Epic Game Store, ainsi de suite. Ce que vous faites en fait pour ça, c'est je veux commercialiser, je veux aller jusque-là, il me faut l'autorisation de la plateforme, donc on va commencer par faire une passe en interne de test pour voir, ok, est-ce que je suis sûr d'éliminer tous les trucs pour lesquels je pourrais me faire jeter par la plateforme, en fait, en termes de certification. Une fois qu'on a fait ça, qu'on se dit, ok, c'est bon, j'ai une bulle que je peux envoyer, on a réservé un slot, en fait, donc un siège en certification. Ça signifie, chez les constructeurs de consoles, par exemple, je réserve du temps d'une équipe de testeurs chez le constructeur pour que ces gens, en fait, passent quelques heures, plusieurs jours, à tester, en fait, la build que je viens d'envoyer et s'assurer que tout rentre dans les clous. Donc, derrière, il y a la phase importante d'attendre anxieusement en fait, que ça revienne, parce que c'est pas immédiat du coup. Et bon, parfois, le résultat, c'est bah, ça marche pas. Enfin, il y a un problème de conformité. Donc, on vous renvoie un rapport avec le détail de au fait, il y a un problème à tel endroit, machin, ainsi de suite. Donc, s'il vous plaît, corrigez-le, parce que nous, on refuse de commercialiser, en fait. Vous ne pourrez pas distribuer sur la plateforme. Dans ce cas-là, c'est retour à case départ. On reteste. On réserve un slot de certification. Ça, c'est payant au passage. Donc, d'où l'intérêt de fail le moins souvent en fait, la certification et de blinder les tests au démarrage. On réattend anxieusement, évidemment. Et voilà, une réussite, c'est cool. Et dans ce cas-là, bah, quand vous arrivez là, en fait, ça, c'est la master qui va être envoyée directement sur les stores en fait, de chaque plateforme. Donc ça va basculer en retail. Ça, c'est la chose que les clients vont voir en termes de build. C'est cette version-là, et à chaque fois que vous allez faire une mise à jour pour certaines consoles, vous allez être obligé de recommencer toute cette chaîne-là, en particulier Nintendo. J'ai lance sous le bus, mais voilà. Je vous conseille aussi d'aller voir Your Indie Game on Console de Thomas O'Connor. 2018, un peu vieux, mais beaucoup de choses encore pertinentes là-dedans, où il va parler en détail des problèmes les plus courants qu'il a rencontrés en termes de conformité au TRC chez ses clients qu'il a aidé à porter, en fait, sur console. Donc ça, c'est un peu le « ok, c'est quoi les échecs les plus courants ?» et du coup, de comment on essaye de tourner autour de ces échecs-là.
Et donc, bah voilà. Ça va être tout pour moi. Je finis un peu tôt, pour le coup. Vous avez mes infos de contact en haut. Le QR code, c'est mon site pro. Il y aura dans quelques jours le lien vers les références qui sont vers les sources qui se trouvent à l'intérieur d'Aconf. N'hésitez pas à me poker sur les réseaux sociaux si vous avez besoin de quoi que ce soit. Si vous avez juste envie de discuter, c'est cool aussi. Et accessoirement, je suis disponible. Voilà. Si vous avez besoin d'une proxy system pour n'importe quoi. Voilà, voilà. Donc là, ouais, on a 20 minutes en gros. Entre 15 et 20 minutes pour les questions. Si vous en avez. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Du coup, juste, est-ce que vous donnerez aussi la présentation, notamment les photos de Lapinou? Parce que c'est quand même... Oui, oui. Merci beaucoup. Après, s'il dit je possède pas les droits sur les photos des lapidous, hein, c'est des lapidous d'Internet, hein, je tiens quand même à rappeler. Traitez-les avec respect. Moi, j'avais une question concernant le versionning, puisque tu mentionnais du coup de faire une branche pour chaque version et du coup ça multiplie très rapidement. Mais alors, quand on a un jeu qui peut être déployé par exemple sous plusieurs formes, que ce soit par exemple une démo et un jeu de base et peut-être même un jeu à la Pokémon où il y aurait une version bleue, une version rouge, est-ce que ça multiplierait pas beaucoup les branches si on utilise aussi le système de branches sur cette chose-là? Est-ce que tu as des idées là-dessus sur comment déployer ça? Effectivement, ça fait beaucoup de branches. La distinction principale, mais je reste sur ce truc-là parce que en fait, vos systèmes de versionning, par défaut, ils sont censés supporter ce scénario-là. Et en général, si votre distinction principale est la plateforme sur laquelle vous allez build, ça veut dire qu'effectivement, vous allez avoir de manière permanente, toute à durée en fait de vie de votre dépôt, les branches de chaque plateforme, et après de dériver les versions démo de ces branches plateformes, fatalement. Maximum, vous allez vous retrouver avec entre 50 à 100 branches si vous n'êtes pas en train de split sur 15 consoles en parallèle. Et de toute façon, si vous prenez des logiciels comme Git, ils sont prévus par défaut pour monter à 1 millier, si c'est pas plus, de branches en parallèle. Donc c'est là-dessus. Alors c'est vrai que ça peut faire un peu patate sur l'écran, quoi, à l'ouverture du repo. Maintenant, c'est une question d'UI, en gros, du client qu'on souhaite utiliser. Mais globalement, ça ne devrait pas poser de problème en fait au stockage, hein. Ok, merci. Oh, bonjour. Merci Blanche. J'avais une question, moi, vis-à-vis du... c'est vrai qu'on évite les abstractions et les trucs comme ça, et faire des branches, c'est pas mal, mais est-ce que ça nous éloigne pas un petit peu de tout ce qui est programmation orientée données aussi, qui vont être plus compliqués à gérer sur ce genre de cas d'usage? Juste pour précision, donc tu parles de data oriented design. Oui, voilà, Ouais, c'est ça, j'essaie ok, de pas data franciser, mais... driven, pas data driven, data oriented. Voilà, Ok, data oriented. d'accord. Ouais, je comprends. J'y vois pas comme c'est vrai que ça complique le sujet, clairement. Ça complique la problématique, mais j'y vois pas non plus en fait comme un blocage, parce que du coup, c'est quelle est la définition de la plateforme qu'on va donner. C'est sur du data oriented, j'aurais quand même tendance à me raccrocher à ce moment-là sur quel processeur exact en train d'exécuter en bout de course. Et dans ce cas, la branche est le processeur et non plus la plateforme globalement. Parce que c'est lui qui va définir du coup ses cache lanes et tout ta pipeline en fait en dessous de remontée de données. D'où le fait que ça a affecté le layout. C'est plus simple quand on parle de console parce que tout est verrouillé en termes d'architecture et on a très peu de variations là-dessus. Mais c'est vrai que si on parle d'ordinateur, où on va se retrouver avec 15 trillions de processeurs différents,
j'aurais tendance dans ce cas-là à dire, ok, on fait une branche par famille d'architecture de processeurs existantes commercialement et qu'on sait qu'ils sont en train de se balader et qui peuvent potentiellement jouer à en fait, exécuter notre programme. Mais c'est vrai que ça multiplie brutalement en fait, la quantité de travail du coup à sortir, puisque ça reste une optimisation par matériel, par spécification exacte. Parce que c'est... Oui, non, merci. Ouais. Ok. C'est vrai que ça, oui, ça rend ça plus compliqué, quoi. Ouais, j'ai pas là-dessus, j'ai Ouais. pas de balle magique en argent. J'ai pas j'ai pas de solution magique pour ça. Merci. Bonjour, bonjour. Bah déjà, merci. Ouais, je sais pas si on m'entend. Moi, j'avais une petite question, c'était plus, enfin, un petit peu en dehors de la conf. Tu parlais tout à l'heure des switches qui étaient sous ARM et qui étaient une galère. Avec l'arrivée de Nvidia, AMD et Intel qui rentrent dans la course, est-ce que tu vois un changement ou des difficultés qui pourraient arriver parce que du coup, on tend à quitter le x86 quand même. C'est en fait ce qu'il y a. Alors là, c'est effectivement, ça devient de la spéculation pour le coup, donc c'est mon opinion et non plus effectivement quelque chose que je vais pouvoir vous sourcer exactement en mode fait scientifique. Ce qui se passe, c'est qu'actuellement, Intel et AMD sont lourdement couplés en termes de vie d'entreprise au fait que la plateforme x86-64 reste en vie. Et donc de fait, ne la laisseront pas disparaître en fait en fumée, précisément parce que pour eux, ça représente la majorité en fait de leur vente, de leur production et de leur travail. Donc de ça, on sait qu'il y a potentiellement des consoles qui seront toujours sur ce profil-là. Mais c'est vrai que ça risque potentiellement à la moyen long terme de ramener une proportion en fait d'ARM, d'ARC en fait dans la boucle qui va être plus proche de la moitié des machines qui vont exécuter du jeu vidéo que la situation actuelle où on se retrouve avec juste les mobiles, les derniers Apple qui sont en M1, M2 et compagnie, et la Switch qui est un peu isolée dans son coin. Maintenant, ARM, ça signifie pas non plus, alors je tire sur la Switch parce que malheureusement c'est un peu la plateforme la plus contraignante actuellement, la première Switch en tout cas, mais sur le principe, les ARM ne signifient pas mauvaise performance par défaut. C'est juste ok, à quel point on souhaite que la console soit portable, quelle doit être son autonomie, et donc du coup comment on va pouvoir faire du load balancing entre l'énergie consommée et la capacité du processeur du coup à délivrer en termes de puissance de calcul. Et là-dessus, c'est vrai que pour du jeu vidéo, on touche très rapidement les murs pour l'instant. La Switch 2, j'ai un espoir. J'ai un gros espoir qui va avec. Et en vrai, sur la Switch 1, c'est peut-être pas le pire aspect d'un point de vue matériel. C'est juste une question de RAM. C'est surtout une question de RAM. Mais autrement, ouais, je pense on verra à moyen long terme la moitié des machines basculent en ARM. Surtout que Intel est un peu en train de partir en fumée là tout de suite. Et AMD se concentre plus sur la partie carte graphique au final que processeur actuellement. Donc, voilà. Ouais, salut. C'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque, puisque moi, par expérience, sur le portage console, il y a un truc qui est souvent hyper négligé. C'est toutes les questions qui touchent directement au design global du jeu. Et je pense en particulier au système de Playgo, ce genre de truc, où il faut, quand on a un minimum de temps, il faut avoir préchargé un minimum jouable du jeu, ce genre de choses, quoi. Ouais, sur la question, le pire étant effectivement sur des questions du type shader. Est-ce que nos graphes sont en train d'utiliser 15 millions de shaders en parallèle et donc du coup à quel point on va être obligé en fait de précharger ça, de chauffer entre guillemets les shaders et même sur d'autres systèmes un peu comme ça qui vont être un peu consommateurs de performance qui vont être énergivores là-dessus. C'est du cas par cas. La réponse réelle de ce problème-là, c'est que c'est descendre par programme de l'optimisation en fait, vraiment de la situation et d'arriver aussi en termes d'équipe
voir cette discussion justement avec le reste de l'équipe du ok, est-ce qu'on peut faire comprendre en fait à des personnes qui ne seraient pas du tout techniques en fait dans la boucle pourquoi c'est important quand même d'essayer de respecter quelques cadres en fait de performance ou de gestion justement de ok, j'aimerais que tu sois pas en train d'utiliser 1300 shaders en parallèle, juste 100 si ce serait pas mal, sans avoir à faire un layout complet. Donc c'est le truc du c'est une question de discussion permanente en fait. En particulier, alors moi après en termes d'expérience personnelle, ça a plus été des discussions avec les graphes. Mais c'est vrai qu'il y a quelques game designers qui sont aussi capables de nous sortir des trucs par moment où on est en mode bon ok, comment je tourne autour de ça et de comment j'arrive justement à discuter de contraintes de design, de game design pour le coup, proprement avec ces personnes-là, pour savoir, sans pour autant dire il faut tuer toutes les idées qui dépassent de la machine, c'est pas du tout le but, c'est plutôt de répondre à la question ok, comment je fais pour garder cette idée authentique et la ramener en fait aux contraintes physiques, matérielles en fait de la plateforme en cours. Merci. Du coup c'est plutôt toi en tant que technicienne qui va remonter le sujet et dire ah bah il y a ça et qui pilote un peu la chose. Ça dépend en fait fatalement de la taille du studio et de savoir si on est sur une petite équipe ou en plus gros. Moi mes expériences sont en double A fatalement. On était en moyenne 50 quoi. Donc cette idée là c'est non seulement je vais pouvoir aller voir du côté en fait des graphes et en particulier le producteur de l'équipe graph pour dire au fait j'aurais besoin de traduire ça en gros et aussi d'aller voir mes T-cartes qui sont aussi plus capables, plus à même de parler graphes que je ne saurais jamais en fait pour le coup. Donc de dire ok, est-ce qu'on peut réfléchir à comment établir un document qui soit une charte de ok, les bonnes pratiques d'optimisation et autres et de dire à quel moment est-ce que je peux insérer ça à l'intérieur de la production en termes de timing pour savoir qu'est-ce qui aura le plus d'effet et aussi croiser les doigts pour que le document soit lu parce que ça c'est des choses qui arrivent, les guidelines qui partent dans le néant, on a déjà vu. Merci. Il y a une question d'Elias. Je profite vu qu'on a un peu de temps. Est-ce que tu as une horror story de portage que tu voudrais nous partager en respectant à peu près les NDA que tu as eu à signer Alors, oui, mais non. Non, il est parti. Il vient de se marier à 5 minutes, donc je me calme avec ça. On a, alors sans essayer de trop, ouais, c'est surtout les NDA en fait qui vont embêter là-dessus. Il y a deux exemples que j'ai. Il y a deux exemples de complications que vous pouvez avoir. D'où venait, par exemple, le fait que je dise, ok, il faut toujours cibler la target la plus basse en termes de performance. C'est une expérience perso de devoir lutter en permanence sur. On a Xbox Series S dans les pattes à cibler. Et la Xbox Series S, c'est un peu une horreur par moment. Je l'aime beaucoup, mais ouais, c'est quand on est en train de se dire on veut les meilleurs graphismes. Là, pour le coup, par exemple, Siberia Hammerzone, on était sur une logique de il faut que le jeu soit vraiment classe d'un point de vue visuel. Il faut qu'on y aille à fond de balle. On veut ce rendu qui attache immédiatement. Parce qu'on veut rendre justement hommage à ces licences-là, à cette propriété intellectuelle qu'il y a derrière, à cet univers. Ça a un coût qui est quand même très lourd en termes de performance. On n'a pas forcément toutes les ressources à dispo et le temps nécessaire pour arriver proprement à ça. Donc on ne pourra pas forcément faire l'optimisation tout de suite ou à l'étendue qu'on souhaite. Donc l'idée, c'est effectivement, on veut que ça sorte sur Series X, utiliser le maximum qu'on peut à Series X et à PS5 en même temps. Et le problème, c'est de se retrouver dans la situation du bah oui, il faut qu'on sorte sur Series S en même temps, et la Series S au milieu qui dit bon bah il me manque 5 Go de RAM par rapport à Series X, donc débrouillez-vous. Je préciserai pas les taux voilà, globaux de ces consoles, mais c'est un peu le problème qu'on se prend dans les pattes. Et du coup, d'être en mode
comment je fais pour faire comprendre à tout le reste de la production que tous les tests qu'on doit faire ne doivent pas être sur PC, ne doivent pas non plus être sur la série X, la PS5, mais bel et bien sur la série S qui est vraiment en bas du spectre, pour arriver justement à bouger tout ça. Et le souci, c'est toute cette discussion qu'on peut avoir, en fait, ce côté un peu humain justement de oui, alors je sais que ça c'est moche là sur la série S, c'est pas grave, regardez les autres consoles, elles vont être belles, mais là tout de suite j'ai besoin qu'on fasse ça sur la série S, que ça soit en train de tourner, parce qu'autrement on commercialise pas. Et donc c'est un peu tout ce conflit-là de ok, où sont placées les priorités et de comment on arrive à le négocier en fait avec les autres équipes. Et sinon, l'autre truc, ça serait, et là je vais essayer d'éviter d'offenser aussi les gens d'Unity dans la manip. Donc on va pas non plus péter les NDA de ce côté-là, mais on a trouvé 2-3 trucs dans Unity. On va dire qu'il faut, quand vous portez sur PS5 ou Series X et que vous essayez vraiment de gratter à fond en utilisant Unity en même temps, je vous conseille fortement d'avoir un contact disponible de support payant chez eux. C'est une nécessité parce que ils n'ont pas le temps de faire tous les recoins nécessaires de toutes les versions qui sortent du moteur, ainsi de suite. Donc il y a vraiment cette nécessité de pouvoir discuter avec eux et de dire ok, je crois j'ai vu un truc là, tout de suite, c'est en train de bloquer. Est-ce que vous avez soit une solution à me proposer tierce, ou mieux, est-ce que vous pouvez me sortir un patch spécifiquement pour moi? Mais alors là c'est c'est encore une autre DA. Donc ouais, c'est pareil, c'est vos outils. C'est aussi pour ça que souvent dans le logiciel on est en mode les outils open source c'est mieux, ou carrément si vous savez les écrire c'est génial, parce que ça règle tout de suite le problème, ça tue le truc au milieu de la boucle. Mais sur ce là c'est ça, c'est utiliser les outils, soit vous les connaissez bien, soit vous avez un moyen de contacter le support facilement quand vous portez sur console, parce que ça va devenir des environnements un peu extraterrestres, très spécifiques et très fermés. Donc à partir de là, c'est ok, soyez prêts en fait à vous prendre des murs, ne pas broncher et quand même aller voir le support en disant s'il vous plaît. J'ai pas d'ail. Oui, non, je sais, mais ça c'est. Ouais, non, mais c'est, je suis d'accord, c'est pas. Oh. Il y a Simon au premier rang. Est-ce que tu aurais des... Déjà, merci. Mais bon. De rien. Mais est-ce que tu aurais des tips quant à tes designers qui sont dans le moteur, et notamment sur des outils type Blueprint, des bonnes pratiques pour faciliter un peu la vie, que ce soit pour plus tard, pour le portage ou autre? Pour pas avoir des meurtres dans les studios parce qu'on oui, non, mais connaît voilà, les mais alors, designers. par exemple, les productions de Siberia et de la Merzone, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était en train de taffer sur Unity et on avait l'intégralité du studio dans Unity. Voilà, il y avait une logique où on voulait que tout le monde puisse intervenir et participer justement à modifier le programme et avoir la mainmise complète sur l'intégration. Donc effectivement, on a eu beaucoup de trucs à gérer à ce niveau-là. Il y a les questions de bonne pratique tout court. Si vous êtes sur Unity, faites des préfabs. Faites éventuellement des racines de préfab. Isolez au maximum en fait les game objects que vous êtes en train de créer, de manière à ce qu'on puisse séparer totalement en fait les scènes et arriver aussi en termes de versionning surtout. C'est toutes ces bonnes pratiques-là de ok, comment je fais pour versionner 15 personnes en train de travailler sur la même scène. Ok, c'est commencer à courir avec ça en fait. Donc, réfléchir à cette question de tous les outils que vous avez à dispo dans le moteur, où ils vous disent par défaut que le moteur lui-même est en train d'indiquer ceci est une bonne pratique d'utilisation dans l'éditeur en termes de manipulation, parce qu'il faut soit créer une scène indépendante, soit créer un préfab, soit créer une hiérarchie de préfab derrière, ainsi de suite. Ça, c'est des trucs qui vont beaucoup aider s'ils sont respectés par défaut, parce que côté système, côté proc système, on va s'attendre à ce qu'il y ait quand même une ligne standard de base en fait qui va être respectée au-dessus, et qu'on ne soit pas en train de courir après des bugs qui sont générés juste par
une torsion en fait du moteur à l'utilisation, de l'éditeur à l'utilisation. Et après, c'est garder des trucs qui sont un peu du bon sens globalement en termes d'utilisation. Il n'y a pas d'idée en général d'un designer capable de détruire les équipes de prog au niveau perf. Il y a juste ok, comment on fait les compromis. C'est par rapport à ça. On peut pas, il n'y a pas à se limiter en termes de qu'est-ce que j'ai le droit d'imaginer, mais il y a une question derrière d'accepter la discussion sur ce qui a été imaginé et là, ok, comment on fait pour le garder authentique mais l'adapter en fait. Et de faire ces compromis-là, de cut un peu les trucs. Mais autrement, ouais, il n'est pas censé. Parce que c'est le but du jeu vidéo, globalement. On est là pour créer un jeu, pas pour faire un diamant en termes de programmation. Donc, c'est comment on trouve le chemin entre les deux et d'arriver à faire quelque chose qui soit efficace, qui tourne, mais qui en même temps soit vraiment un jeu authentique par rapport à ce que souhaitaient les designers au démarrage, quoi. Dernière question. J'ai tué tout le monde. Je reviens parce que tu parlais des séries S. Oui. Comme la série S et la série X, c'est le même binaire quelque part. Ouais, déjà, comment tu gères un peu ce truc? Est-ce que tu as un autre choix que de faire un DSI ou d'appliquer des settings suivant ta config au lancement? Il y a deux options. Alors, je vais pas pouvoir descendre en détail parce qu'on arrive sur NDA. Mais il y a deux options générales de distribution. C'est soit on split les deux binaires, soit on fait un seul binaire, effectivement, qui cible les deux plateformes. Donc, soit on a un binaire Series S et Series X séparés. Et dans ce cas-là, effectivement, on se retrouve carrément avec une branche de développement séparée complètement juste pour la Series S. Soit on sort un seul SKU qui va cibler en même temps la S et la X. Et à partir de là, ça devient une question de... Normalement, l'approche, c'est de dire on fait la Series S d'abord. Et si on va check 2-3 petits trucs d'assets, typiquement de dire, si on fait un seul SKU, de dire ok, je fais une branche Series X qui part de ma branche Series S. Et de dire juste, ok, cet asset-là, je sais que je peux le pousser un peu plus en termes de résolution. Ça, je peux remplacer tel shader ou autre truc sur cette branche-là spécifiquement et y aller comme ça. Mais c'est vrai que ça demande plus effectivement d'écriture de spécification pour passer d'une à l'autre. Et surtout, c'est la situation pire, c'est de partir de la Series X et de se dire, il faut sortir sur Series S. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, ça devient un truc où il devient très difficile d'esquiver les commandes préprocesseurs et justement un couplage complet avec le système, du fait qu'il faut downgrade absolument tout en fait pour arriver à rentrer au niveau de la Series S. Donc c'est jongler un peu avec ça et essayer de partir du pompier déjà au démarrage pour éviter justement de se retrouver un peu dans un enfer derrière, quoi. Ok, merci. Si ça répond. Ouais. Ok. Merci du coup d'être venu. Passez une bonne après-midi. Ah, si, petit rappel à 16h, pour les personnes concernées, il y a un goûter en mixité choisi, co-organisé les audacieuses, oui, Afro Gameuse, viendez, c'est cool. Voilà.